Le 15 janvier 1826, Maurice Alloy, Étienne Arago lançaient Le Figaro, simple feuille satirique hebdomadaire à l'origine, devenue aujourd'hui l'une des plus puissantes plateformes d'information de France. Émission spéciale 200 ans aujourd'hui. Alexis Brézé, directeur des rédactions, est avec nous. On va bien évidemment parler de notre exposition exceptionnelle au Grand Palais à Paris, ouverture des portes pour le grand public demain matin. Nous serons également avec Franz-Olivier Gisbert. Il a dirigé la rédaction du Figaro pendant 12 ans, de 1988 à 2000. Et puis Claire Blandin, commissaire de l'exposition au Grand Palais, nous dévoilera les coulisses de cette rétrospective exceptionnelle. Point de vue spécial 200 ans, c'est parti. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Timothée. Directeur des rédactions du Figaro. Alors ça y est, nous y sommes, jour pour jour, quasiment heure par heure, heure pour heure, avec cet anniversaire donc du Figaro, notre média qui franchira officiellement la barre des 200 ans d'existence. Ça fait de loin du Figaro le plus ancien média de France, le plus ancien journal de France. On ne va pas relativiser, ça vaut bien un cocorico. Oui, 2 siècles. C'est quand même fou quand on y pense. Il y a 2 siècles, il y avait ces 2 jeunes gens dont vous parliez, Alloy et Arago, qui... en voiture à cheval, parce qu'aller distribuer quelques centaines d'exemplaires d'une petite feuille. C'était une petite feuille à l'époque, une petite feuille littéraire et satirique. Et qui était hebdomadaire, d'ailleurs. Et qui était hebdomadaire, et qui était le premier Figaro. Puis qui ensuite va avoir toute une aventure, plein d'histoires, et qui va devenir un journal quotidien à l'époque de Villemessant, et puis qui sera aujourd'hui, vous le disiez là aussi, cette plateforme d'information, le web, les réseaux sociaux, la télévision, nous y sommes, qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ça a effectivement beaucoup évolué. Alors pour l'occasion, eh bien, toute la rédaction donne rendez-vous à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, à nos internautes également au Grand Palais dès demain pour 3 jours d'exposition immersive, de rencontres. On précise d'ailleurs qu'il est encore temps de s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alexis, le programme en quelques mots, d'abord, c'est l'occasion de rencontrer toute la rédaction. Alors déjà, c'est un sacré défi. 3 jours, le Grand Palais, ce monument emblématique et colossal, c'est le choix de célébrer en beauté cet anniversaire. Alors on fait plein de choses pour le bicentenaire du Figaro. Il y a un livre superbe, il y a des hors-séries magnifiques, il y a un documentaire, enfin 1000 choses, mais c'est vrai que cet événement dont les portes ouvrent demain matin, donc je vous dis ça avec un peu ça y est, on y est tout juste, là, ça fait depuis plusieurs mois demain matin, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on y travaille avec toute une équipe et on va en parler. Donc les portes s'ouvrent demain à 9h et à partir de 9h, les visiteurs vont découvrir quoi ? D'abord une immense exposition sur l'histoire du Figaro, avec des murs de 6 mètres de haut qui vont prendre toute la nef du Grand Palais, avec des documents, des reproductions de portraits, etc. Et puis aussi des projections vidéo, des petites vidéos de l'histoire du Figaro, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au Le Figaro dans le cinéma, des grandes projections. Et donc, cette exposition, c'est Claire Blandin, que vous allez recevoir tout à l'heure, absolument, je crois. Qui s'est plongée dans les archives du Figaro, qui en a Claire Blandin, grande historienne, qui nous a fait le plaisir d'être le commissaire scientifique de cette exposition, avec Guillaume Perrault, que les téléspectateurs de Figaro TV connaissent bien, puisque c'est lui qui a l'émission Parlez-moi d'histoire, exactement. Donc Guillaume et Claire et Guillaume ont bâti cette exposition, quelque chose de très considérable, et j'espère de magnifique à voir. Donc ça, c'est la première chose que le visiteur va pouvoir découvrir sous cette nef magnifique du Grand Palais. Et puis ensuite, il verra plein d'autres choses, et notamment toute la journée, toute une série d'événements, de débats qui auront lieu dans un petit studio où là, ils verront comment se tournent nos émissions, vos émissions. Absolument, beaucoup d'émissions délocalisées pendant ces 3 jours. Et puis un grand plateau sur lequel toute la journée sont organisés des débats qui sont en fait les émissions de Figaro TV qui ont été revues et réorganisées pour l'occasion, qui vont se dérouler en public, devant un public de 1000 personnes tout au long des journées, sachant qu'on attend à peu près, plus de 10 000 personnes par jour. Vous disiez qu'il y a de la place, il faut vraiment se dépêcher. On a gardé quelques places. Depuis des semaines, les réservations sont ouvertes. On a plus de 15 000 personnes qui sont répertoriées chaque jour. Donc si on veut, il faut venir il y reste encore des places qu'on a gardées pour
pour le visiteur qui arrive. Exactement, et il faut s'inscrire impérativement sur le site internet du Figaro pour des raisons de sécurité et d'assurance. Avec le Grand Palais. Alors des conférences, des émissions du Figaro TV, et puis également beaucoup d'invités de prestige, c'est à l'image du Figaro, c'est riche, c'est varié, il y a des sportifs, des chanteurs, des chefs étoilés. Il y a plein de choses, alors c'est difficile de parler de tout. Il va y avoir évidemment des émissions sur l'histoire du Figaro, ça c'est bien naturel, mais il y aura des grands débats autour de notre Figaro, notre club culture qui est organisé et animé par Jean-Christophe Buisson, qui va recevoir Sylvain Tesson, le grand écrivain, Alain Finkielkraut, le grand philosophe, et avec Vincent Trémollet-de-Villers qui sera là. Il y aura des débats aussi sur la liberté des médias, un débat entre Natacha Polony et Mathieu Bock-Côté que va faire organiser Eugénie Bastier. On va le jeudi matin, il y aura la grande conférence du Figaro. Alors ça, on va en parler, parce qu'effectivement, vous allez donc animer, Alexis, comme vous le faites ici tous les jours, cette grande conférence de rédaction. On parle ici du comité de rédaction au Figaro, c'est un peu le jargon. Là, on va pouvoir comprendre, le grand public va comprendre comment se construit un journal comme le Figaro. On va faire en direct cette conférence qu'on fait tous les matins avec les responsables de tous les services. On la fera sur scène, mais ça sera en vrai, parce que de toute façon, il faut faire le journal. Et donc, et le site, parce que cette conférence, c'est d'abord une réunion qui est organisée autour du web, avec tous les sujets pour le web, et puis à la fin, une fois qu'on a décliné tous les sujets, qu'on a vu à quelle heure on les rendait, sur quelle longueur, quel angle, quelle hauteur, à la fin, on dit pour le journal papier, comment on va faire tout ça. Et donc ça sera en public, et au fur et à mesure, on expliquera au public que sera là, et notamment beaucoup de scolaires, d'universitaires, d'étudiants en journalisme, parce que ça, c'est la journée du jeudi qui est consacrée plus particulièrement à ce public jeune. Avec notamment d'ailleurs un concert de Patrick Bruel. Alors, il y aura notre émission, oui, vous avez raison, Live Music, qui est animée par Sarah Lecoeuvre et Olivier Nuc, et donc autour de Patrick Bruel. Alors, c'est une émission de télévision, il y aura un dialogue avec Patrick Bruel, qui va nous raconter son actualité, et puis tous les sujets que Sarah et Olivier voudront aborder avec lui, et qui nous, sur scène, devant ces centaines, ce milliers de personnes, nous donnera, et c'est un grand plaisir qu'il nous fait, et vraiment il faut le remercier, nous donnera quelques chansons au début de l'émission, au milieu de l'émission, à la fin de l'émission. Donc ça c'est jeudi en fin d'après-midi. Jeudi après-midi, effectivement, absolument. Vous interviendrez bien sûr, Alexis, ce sera vendredi après-midi, je crois, 14h si ma mémoire est bonne. Oui. Et vous allez nous raconter les coulisses, les petites, les grandes histoires du Figaro. Ce sera avec deux de vos prédécesseurs également. Alors on va pas tout spoiler parce que sinon Guyane de Monjou qui anime ce rendez-vous va m'en vouloir, mais enfin racontez-nous un petit peu. Non, mais l'idée c'est avec Franz-Olivier Gisbert. Je crois que vous allez le recevoir aussi. Absolument. C'est ça. Donc avec Franz et Jean-Marie Roire, qui était un grand patron du Figaro littéraire, on racontera, un peu comme les vieux de la vieille que nous sommes, les souvenirs du Figaro des années 80, 90, 2000 qu'on a connus. Ce qui permet en même temps, je pense de façon anecdotique et amusante, de mesurer le chemin qui a été parcouru et l'évolution de ce journal. Donc ça sera un des éléments, mais il y aura bien d'autres choses. Il y aura quelque chose qui, je pense, va être très amusant aussi le vendredi. Christophe Barbier, journaliste que tout le monde connaît, qui était un grand patron de l'Express, mais qui, entre autres cordes à son arc, qui joue la comédie et qui chante. Or, il se trouve que Hippolyte de Villemessant était le meilleur ami de Jacques Offenbach. Hippolyte de Villemessant qui donc a refondé le Figaro en 1866. Exactement. Qui est le grand directeur, qui a tout inventé dans l'histoire de la presse. Et donc, ce Villemessant était le grand copain d'Offenbach. Et donc, Christophe Barbier va nous donner sur scène, avec son épouse, qui est cantatrice, vont nous donner le spectacle qui joue en ce moment à Paris, régulièrement à Paris au Théâtre de Poche, qui est une histoire d'Offenbach, là, qui sera recentrée sur l'histoire d'Offenbach et Villemessant, avec des chansons, et puis des surprises, et puis peut-être même qu'il y aura la chorale du Figaro qui viendra chanter avec eux à la fin. Eh bien voilà, en tout cas, une jolie belle surprise que vous nous annoncez. On l'a dit, on va se plonger un peu aussi dans l'histoire du Figaro, parce qu'on parle des 200 ans de ce journal. On a évoqué une figure absolument majeure, qui est celle d'Hippolyte de Villemessant. Aujourd'hui, le Figaro, c'est donc évidemment un journal, c'est également un site internet, ce sont des réseaux sociaux qui sont extrêmement développés, des podcasts, le Figaro Live, et puis le nouveau-né, effectivement, le Figaro TV 2023. Comment cette simple feuille de papier littéraire, encore une fois, que nous l'évoquions, qui est née en 1826, est devenue ce groupe multiplateforme qu'est le Figaro aujourd'hui? Je dirais un peu sous l'empire de la nécessité. Parce qu'au fond, le Figaro des années 1820 jusqu'au Figaro de la grande époque R100 jusqu'aux années 2000, change. Évidemment, change, mais ça reste un journal papier avec des magazines, des suppléments. Mais ça reste un journal papier qu'on commence le matin et qu'on finit le soir. Avec des pigistes qui envoient leurs articles. Des grands journalistes, une histoire formidable avec des grands journalistes. Mais la façon de travailler, finalement,
depuis 1820, change assez peu. On se réunit le matin, on décide les articles, et le soir, le journal est fait. Et puis, il y a des magazines. Alors, selon les époques, il y a eu des hors-séries thématiques du temps de Villemessant, il y a eu nos hors-séries à nous. Mais enfin, jusqu'aux années 2000, tout ça ne change pas tellement. Et puis, à partir des années 2000, arrive quelque chose qu'on subit au départ, qui est la révolution numérique. Ça, c'est un espèce d'ébranlement considérable pour l'ensemble de la presse et l'ensemble des médias, et notamment des médias écrits, qui se prennent de plein fouet ce choc de l'Internet. Et la force, la chance du Figaro, ça a été d'embrasser cette révolution numérique. Et de s'adapter tout de suite. Alors, on a eu la chance, c'était aussi le moment où finalement, on avait un nouvel actionnaire qui était Serge Dassault. Donc, on a eu les moyens d'accomplir cette révolution. Peut-être que quelques années plus tôt, on ne les aurait pas eus. Et à partir de là, les équipes successives qui ont dirigé le Figaro se sont dit il faut qu'on soit les meilleurs sur l'Internet, puis les meilleurs sur l'image, puis les meilleurs sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, l'information, la façon de consommer l'information a changé. Il y a bien sûr le journal papier, il y a bien sûr les magazines, le Figaro Magazine, le Madame, le TV Magazine, il y a toujours les hors-séries qui sont toujours aussi magnifiques. Oui, il y a toujours ça, mais maintenant, les gens, ils s'informent sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc, au fond, le métier, lui, n'a pas changé. L'essentiel n'a pas changé. L'essentiel, c'est quoi notre métier de journaliste? C'est d'aller rendre compte, d'aller sur place, de rencontrer des gens, de donner du sens à une actualité qui parfois semble en manquer. Donc notre travail, c'est toujours le même. Simplement, la façon de faire ce travail... Et la façon de le diffuser. La façon dont on va diffuser ce travail, de l'exprimer, va être différente. Et donc, ce même travail de journaliste, qui est toujours le même, lui, il n'a pas changé. Ce même travail de journaliste, on va le faire pour l'Internet, pour les réseaux sociaux, pour la télévision, ce que vous faites. C'est toujours le même travail. Mais il fallait prendre cette révolution, parce que sinon, de toute façon, il ne faut bien pas se cacher les choses, on était condamnés. Qu'y a-t-il de commun, Alexis, entre cette feuille de papier satirique de 1826 et puis cette grande plateforme que nous connaissons aujourd'hui? Je dirais, si on réfléchit bien, parce que c'est vrai qu'au fond, on peut se dire, il n'y a plus rien. Mais je crois que plus on entre dans l'histoire du Figaro, plus on la travaille, plus on l'examine, et la magnifique exposition qui est dès demain au Grand Palais va permettre de se rendre compte, puisqu'on met en parallèle l'histoire du Figaro, la grande histoire de France, et puis l'histoire des médias. Donc plus on se pénètre de cette histoire, plus on se rend compte que, au fond, le fil directeur, le petit air de l'air de Figaro qui retentit d'époque en époque sur la mandoline de ce barbier insolent. De Beaumarchais. Voilà, de Beaumarchais, puisque depuis toujours le Figaro est sous le signe de ce personnage de Beaumarchais, Figaro. Eh bien, cet air que Figaro chante sur sa mandoline, c'est l'air de la liberté. Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. C'est ça, notre devise. Elle a un peu changé, mais c'est toujours le même esprit. C'est ça, l'âme du Figaro. C'est vrai que c'est un mot qui, je sais, vous tient à cœur, celui de la liberté. Je crois que si on regarde les différentes époques, si on regarde l'incroyable liberté vous parliez de Alois et Arago, qui vont défier le pouvoir de Charles X. On peut parler de Villemessant, qui va tout révolutionner dans l'histoire de la presse. On peut parler de l'affaire Dreyfus, où le Figaro va s'engager du côté de Dreyfus. On peut parler de Gaston Calmette, qui va mener bataille d'abord contre l'affaire des fiches et le fichage des catholiques par la République, puis contre l'impôt sur le revenu. Il en sera d'ailleurs le malheureux revolverisé par une ministre. Oui. Donc c'est pas si courant. Et le dénominateur commun, c'est la liberté. Je continue. Pierre Brisson, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale fait le choix de la liberté, donc d'arrêter de paraître plutôt que de paraître sous le joug allemand. Puis Raymond Aron contre le communisme. Puis Louis Powell, Jean d'Ormesson, qui vont batailler contre le socialisme, c'est toujours au nom de la liberté. Si au fond il y a un fil rouge qu'on peut tendre depuis 1820 jusqu'à aujourd'hui, 1826 jusqu'à 2026, je dirais que c'est celui-là, c'est celui de la liberté. Question qui nous revient souvent, Alexis, d'ailleurs, à nous journalistes, on nous pose souvent la question sur le terrain, mais attendez, c'est quoi exactement la ligne éditoriale du Figaro? Comment vous la définiriez-vous? Et puis comment est-ce que, en tant que directeur de l'action, est-ce que vous gérez les attentes des lecteurs? Alors, comment dire? Je crois qu'avant de parler de ligne, quand on parle d'un journal et d'un journal d'information, avant la ligne, il y a le respect des faits. Nous, notre religion, avant celle c'est les faits. Les faits, les faits, les faits. Je vous disais, le métier d'un journaliste, c'est d'aller sur place, de rendre compte, de regarder, d'analyser, de faire parler des gens, de confronter les témoignages. D'abord, tout journal, tout bon journal d'information sont les faits. Après, chaque journal va les
à une vision du monde. Donc plutôt que de ligne, je parlerais de vision du monde. Et nous, c'est quoi notre vision du monde? C'est celle qu'inspire ce grand principe de liberté. On est libéraux sans être dogmatiques, on est conservateur sans être passéiste, on est du côté des libertés économiques, liberté d'entreprendre, on est du côté de la liberté de penser contre un certain nombre de dogmes et d'idées toutes faites, on est pour le possible contre l'utopie, pour la réforme contre l'immobilisme, pour la responsabilité contre l'assistanat, pour l'effort contre la facilité, pour la lucidité contre le prêt-à-penser. C'est ça, non pas la ligne, c'est notre façon de voir le monde. C'est normal que des journaux différents aient des façons différentes de voir le monde. Il y a d'abord les faits, et ensuite, à partir des faits, on développe une façon de voir le monde que j'ai essayé de vous résumer en quelques termes. À titre personnel, Alexis, cela fait maintenant plus de 13 ans, si je ne me trompe pas, que vous êtes directeur de la rédaction du Figaro. Vous avez auparavant dirigé le Figaro Magazine. S'il y a peut-être un ou deux souvenirs marquants que vous voudriez partager, lesquels seraient-ils? Un journal, c'est une caisse de résonance du monde et de l'actualité. Donc les souvenirs qu'on a quand on est journaliste, c'est les souvenirs de l'actualité, la façon dont elle est venue à nous, alors qu'on était journaliste. Il y a eu par exemple des nuits blanches ici au Figaro. Moi je me souviens très franchement, les tours jumelles. Les tours jumelles, on est à ce moment-là, on est rue du Louvre, c'est Jean de Belot qui est le patron de la rédaction. Et moi je suis au bureau à côté, et on voit les avions qui font taper les tours. Et là, on fait il faut refaire. Qu'est-ce qui se passe là? C'est toute la rédaction qui revient. Déjà tout le monde est sidéré. Et puis là, on m'a dit, on fait tout le journal là-dessus. Jean à l'époque dit, comment on va titrer? Il faut faire la photo de une, on fait donc une grande une avec la tour et l'avion qui rentre dedans. Il va titrer la nouvelle guerre. Il fallait avoir l'idée. Et tout de suite, il dit c'est une guerre. Et c'était vrai, c'était une guerre que nous livrait à partir de ce moment-là l'islam radical. Ça, c'est un souvenir. Il y a beaucoup de souvenirs comme ça. Évidemment, les souvenirs des attentats, que ce soit Charlie, que ce soit le Bataclan. Je me souviens après les attentats du Bataclan et du Stade de France, qui se passe un vendredi soir, on revient tous au journal. C'est pareil, on doit tout. Alors là, on redécide tout. Là, c'est le soir, c'est la nuit. C'est la nuit, donc tout le monde vient au journal pendant la nuit. Et là, on se dit, normalement, vous savez, on ne fait pas de journal le samedi pour le dimanche. Il n'y a pas de journal le dimanche. Et là, on se retrouve tous pendant la nuit. On dit, il faut qu'on fasse un journal demain. Et là, j'appelle Marc Feuillet, qui est le directeur général du journal. Je dis, mais comment on fait? On n'a pas d'imprimerie, on n'a pas de papier. Là, il me dit, je me débrouille. Faites le journal et je me débrouille. Et donc, il va trouver le papier, le circuit de distribution, parce que pour distribuer un journal le dimanche, quand on le fait jamais. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire le journal hommage aux victimes des attentats. Il y a plein d'histoires. Notre-Dame. Bien évidemment. Je me souviens de Notre-Dame. C'était un soir, avec Vincent Trémolet de Villers, il recevait à Salgavo Mathieu Bocoté. Et c'est arrivé tard en plus. C'est arrivé assez tard. Moi, j'étais encore au Figaro, et Vincent était déjà parti pour recevoir Mathieu. Et donc, là, pareil, là, tu sais, on a souvent des télévisions. On attendait, je me souviens, une intervention d'Emmanuel Macron pour parler de je ne sais plus quoi. Sur le grand débat à l'époque. Ah bah oui, vous vous en souvenez, bravo. Bon, et donc on attendait cette intervention, moi j'attendais. Et là, on voit ça. Et donc là, pareil, on dit, il faut faire tout le journal. Et quand je parle du journal, à l'époque, il y a le journal, mais il y a aussi le site, il y a la vidéo, il y a tous ces éléments qu'il faut mettre en train. Et donc, pendant ce temps-là, Salgavo, Mathieu Bocoté et Vincent improvisent autour de... Et c'était une soirée, m'ont-ils dit, puisque moi je suis resté au journal, une soirée extraordinairement émouvante, de ferveur autour de cette catastrophe qui était la destruction de notre... Et il y a effectivement tout un nombre de décisions qui s'enchaînent. On augmente les tirages, bien évidemment, avec votre décision à ce moment-là. Alexis, le Figaro, qui ne se contente évidemment pas de célébrer ses 200 ans, il prépare évidemment avec confiance son avenir. Si l'on se penche sur les 2 siècles à venir, qu'est-ce que vous souhaitez à notre Figaro? Oh là, c'est difficile dans ce métier de voir à 5 ans, à 2 siècles. Non, ce que j'espère, c'est que le Figaro sera toujours là, avec toujours les mêmes valeurs. Alors, il y aura sûrement d'autres façons de s'exprimer, bien d'autres façons de parler d'actualité. Mais ce que j'espère, c'est qu'il sera toujours là et que le jeune homme qui sera à votre place et le moins jeune qui sera à la mienne diront, il y a 200 ans, il y avait 2 gars qui, finalement, ont fait ce qu'ils ont pu pour faire tenir cet esprit et pour le transmettre. Nous, on a reçu ce flambeau qui est un flambeau magnifique. Il faut qu'on le transmette, moi à votre génération, puis vous à la génération d'après. Et puis c'est ça qui dure depuis 2 siècles et c'est ça qui doit continuer.